associations de solidarité sont menacées de disparition à fin 2025. Ça c'est pas normal, on ne colle pas avec la santé, avec la vie des gens. Des places relais aussi, pareil, qui ont été coupées. Aidez-nous à arrêter de diminuer les ressources pour accompagner la population rémontiste. Les associations sont souvent le seul rempart pour trouver des solutions. La part de subvention en 15 ans a diminué de 41%. Donc la mobilisation au niveau national est bien sûr reliée ici à La Réunion. Je rappelle que l'emploi dans le domaine associatif, c'est plus de 22 000 emplois. C'est aussi important que le BTP, il faut le dire. Et également les dispositifs qui concernent les jeunes aussi. On se rend compte qu'il y a une baisse concernant les services civiques. Toutes les enquêtes qu'on a menées donc, montrent bien que les associations aujourd'hui sont plutôt obligées de réduire les activités. On a en premier lieu un problème de trésorerie. On a 40% des associations qui envisagent de réduire ou d'arrêter des activités. Et puis, ce qui aussi touche beaucoup les associations aujourd'hui, c'est que tous les jours, il y a des associations qui disparaissent dans le plus grand silence. Aujourd'hui, on demande au pouvoir public et aux collectivités de pouvoir agir pour donner de l'oxygène au monde associatif, donner des réponses à des demandes de subventions plus rapidement, effectuer des financements, les paiements des subventions plus rapidement, que ce soit aussi des appels à projets. Donc, toutes ces démarches administratives là, qui pourraient, si elles sont réduites, pouvoir aussi aider les associations à passer ce cap. Il n'y a pas un domaine, déjà il n'y a pas un jour, une semaine ou un mois qui passe sans qu'on fasse appel à une association. Notre fédération a sorti cette semaine une enquête qui s'intitule « Association de solidarité en voie de disparition ». Et elle porte bien son nom parce qu'en fait, un quart des associations du secteur de la solidarité sont menacées de disparition à fin 2025 sur le territoire national. Plus 50% des associations de solidarité subissent des retards de financement, tous financeurs confondus. Et parmi elles, 17% sont contraints de négocier des facilités bancaires, juste pour cette raison, parce que les financements arrivent en retard. Donc à La Réunion, moi, parmi mes adhérents, certaines associations ont reçu cette semaine, donc mi-octobre, des financements pour lesquels les actions sont menées depuis janvier. Donc on est sur du 9 à 12 mois d'avance de trésorerie, et c'est énorme. Les petites assos, elles n'ont aucune réserve et ce sont les plus impactées. Elles ont connu une très forte diminution de leur trésor disponible. Moins 35% en 3 ans. Vous imaginez, moins 35%, ça fait moins un tiers de budget disponible en 3 ans. Je voudrais vous parler de la non-compensation de l'inflation, qui a des effets catastrophiques. Donc là, je parle de l'eau, de l'énergie, électricité, alimentation pour ceux qui servent de prestations alimentaires. Et certaines assos, donc de taille moyenne, elles ont pu évaluer que ça représentait sur une année jusqu'à moins 3 postes d'accompagnement sociaux uniquement par la non-compensation de l'inflation. Donc à l'heure des choix budgétaires, il faut avoir en tête qu'en cas de défaillance associative en cascade, l'État, mais aussi les départements et les communes devront se poser la question de comment maintenir une réponse à hauteur des besoins sur nos territoires. Seront-ils en capacité d'assumer eux-mêmes toutes ces missions? En tout cas, nous, ce qu'on propose, c'est des solutions qui existent et qu'on peut mettre en place. Donc développer évidemment des mécanismes d'urgence et de stabilisation pour les structures qui sont en grande difficulté. Généraliser les avances de trésorerie et harmoniser les délais de paiement entre les administrations. Mettre en place des financements pluriannuels garantis et enfin indexer les financements sur l'inflation. Donc vous avez vu, la corde dit péter et si demain nous ferme, de monde va dormir dans la rue. La femme que va mort sur les coups d'autres conjoints, n'aura plus d'accès à l'emploi pour les jeunes et personnes en difficulté. Et en fait, on n'aura même plus le droit d'avoir des difficultés parce qu'on n'aura plus personne tout dans la main. Et donc c'est pour ça qu'on se joint à l'appel du mouvement associatif pour se mobiliser samedi au bar à choix. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a une baisse de financement public, ça menace la pérennité de l'émission et la possibilité de voir disparaître certaines structures. Des structures qui sont en communication directe avec la population. Ils sont capables d'écouter, d'apporter un soutien aux gens. Et si on enlève ça, on enlève un pan de regard pour le pouvoir d'agir pour les gens. C'est l'augmentation des besoins en parallèle sociaux, c'est-à-dire que la pression, elle augmente en permanence sur les gens, sur le personnel. On parle aussi de burn-out. Et bien, avec le stress de ne pas savoir si on va pouvoir tenir. Fragilité de l'emploi associatif. La crainte qu'on a aujourd'hui dans la partie centres sociaux et partie espace de vie sociale, c'est qu'on met en danger des salaires qui sont eux dédiés à l'intérêt général et avec un risque des plans sociaux silencieux, parce qu'on n'en parle pas, on ne voit pas, mais c'est à ça qu'on arrive. Il y a un turnover
hors du commun qu'on va devoir répondre. Et donc un manque de formation, un manque de connaissances, donc on sera obligé de bricoler. Et ça c'est pas normal, on ne bricole pas avec la santé, avec la vie des gens et le bien-être. Quelles sont les associations qui ont signé ce contrat d'engagement et qui ont été fermées? Aucune ne correspond à l'attente de ce contrat qui était dans un contexte un petit peu de terrorisme. Aucune. Nous, à La Réunion, c'est 15 000 associations, c'est 137 000 bénévoles, c'est 21 000 personnes qui bossent, qui pèsent 11% de l'emploi. En métropole, si on ramène ce chiffre en métropole, c'est 3%. Et ces 11% sont parallèles des 36% de pauvreté, des problèmes de violence intrafamiliale, de problèmes de classe, d'enfants qui décrochent. Et là, en tant que réunionnais, je me dis, j'ai le devoir de crier au secours. Aidez-nous, arrêtez de diminuer les ressources pour accompagner la population réunionnaise. Merci. C'est une maison des associations associatives. Nous, on agit au niveau local, donc sur Saint-Benoît, et on représente 150 associations bénédictines qui sont adhérents chez nous. Notre constat sur Saint-Benoît, je rappelle que c'est la commune de plus de 20 000 habitants, la plus pauvre de France. C'est un constat quand même qui est déjà à la base assez accablant. Mais néanmoins, on a un tissu associatif qui est ultra dynamique, qui intervient sur différents domaines, que ce soit la culture, le sport, la jeunesse, la solidarité, la santé. Ce qu'on observe depuis un certain nombre d'années, notamment à travers un observatoire qu'on a mis en place il y a 2 ans de cela. Sur Saint-Benoît, 88% des associations ne sont pas employeuses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 9 associations sur 10 qui fonctionnent sur Saint-Benoît ne fonctionnent qu'avec du bénévolat. Ces bénévoles, ces personnes qui ne sont pas professionnelles, font face à la complexité des dossiers administratifs à remplir pour un dossier de subvention. Le temps de réponse de ces dossiers de subvention sont de plus en plus longs. Un dossier déposé janvier, réponse, là, on est en octobre. Comment font des associations qui sont tenues par des bénévoles qui s'impliquent, puissent s'engager et puissent avoir une visibilité pour engager leur action sur le territoire et répondre par cela à un besoin de la population s'ils ont ne serait-ce une visibilité claire de leur pouvoir d'engager financièrement. Donc le manque de moyens financiers, la complexité des démarches et des demandes de subventions, et bien sûr, ça a été évoqué également au niveau de la trésorerie. Je rappelle le contexte où la population est en besoin d'actions et de services, notamment liés à la solidarité et à la santé, et bien ces actions-là ne se font pas. Donc, on rappelle 20%, la ville la plus pauvre de France, 70% du territoire en QPV, et plus de la moitié des foyers vivent sous le seuil de la pauvreté. Les associations sont souvent le seul rempart pour ces populations pour trouver des solutions. On parle des épiceries sociales, des espaces de vie sociale. Nous avons la chance d'avoir une MJC centre social sur le territoire. Nous avons un centre social qui vient de s'ouvrir récemment sur le quartier de Bras-Fusil. Comment vont faire ces associations, ces structures qui accompagnent au quotidien ce public fragile s'ils sont eux-mêmes en fragilité? C'est qu'elles n'ont pas les moyens de fonctionner pour répondre aux besoins de la population. Donc l'idée, c'est de travailler quand même sur une plateforme commune de dépôt de subventions pour qu'on puisse, une fois pour toutes, avoir une visibilité sur les demandes, mais aussi un délai d'instruction clair et précis. C'est que les dossiers de subvention pour 2026 sont déposés au mieux au mois de décembre, au pire au mois de janvier, et vous savez ce qui se passe comme moi, au mois de mars, on a les élections municipales. Mais qui va prendre la décision? Personne. Donc, installation du conseil municipal au mieux au mois d'avril, mois de mai, première décision au mois de juin, premier versement au mois de juillet. Donc, de janvier à juillet, ce qu'on va faire à Saint-Benoît, c'est que les associations vont fermer. Donc, de janvier à juillet, on ne fait rien. Pour le comité régional des associations jeunesse et éducation populaire, nous on représente 22 associations membres actives. On a de nombreuses actions, notamment auprès des jeunes, et c'est un peu là-dessus que je vais axer cette intervention. Et pour illustrer un petit peu ce qui se passe aussi depuis 1 an, on n'arrête pas d'avoir des stop and go de la part de l'État, suivant le mouvement politique et suivant le budget qui est proposé, et suivant l'arrêt du vote, et puis suivant le changement de gouvernement, et puis voilà. Si je prends l'exemple du service civique, par exemple, au mois de novembre dernier, on a eu un stop de l'agence du service civique, donc qui a clôturé la plateforme sur laquelle on pouvait faire les contrats du jour au lendemain. On a reçu un mail de l'État qui nous disait « vous pouvez plus rentrer des contrats de volontaires en service civique ». Des jeunes qui s'étaient engagés dans la démarche pour faire une mission de service civique
qui avait fait la candidature des associations qui avaient préparé leur projet d'accueil, et du jour au lendemain, administrativement, on nous dit on ne peut plus faire des contrats et on ne sait pas quand ça roule. Ça a été rouvert au mois de janvier, et puis au mois de mars, à nouveau, on a eu un premier frein. Et au mois de juin, il a été décidé par Bercy de couper donc 15 000 missions de service civique au niveau national du jour au lendemain. Alors que chaque structure qui porte des volontaires au service civique a un agrément avec un nombre prévu de contrats, de nombre de volontaires. Et là, au milieu de l'année, on met un gros coup de frein et on dit aux associations et aux porteurs d'agrément, et ben finalement, on vous enlève 40 jeunes. Si je prends l'exemple d'Unicité que je représente en tant que responsable, sur le territoire réunionnais, en 2024, on a accueilli 224 jeunes en mission de service civique chez nous. Cette année, là, on a dû faire réajuster la rentrée pour seulement 160 jeunes. Donc, en termes évidemment d'impact RH, c'est énorme pour nous, mais aussi en termes de... la campagne de recrutement des jeunes était lancée, on avait des jeunes qui devaient faire leur rentrée avec nous et à qui on a dû dire, en plein milieu du mois de juillet-août, eh ben désolé, en fait on ne peut pas faire ces contrats. Et en fait c'est aussi cette posture de la part de l'État qui décide comme ça de on fait moins 15 000 sans prendre conscience de l'impact qu'il y a sur le terrain, et surtout qui n'écoute pas quand on essaye de remonter ces difficultés-là. Donc c'est hyper important aussi de faire entendre notre voix samedi pour dire en fait ça suffit, on ne peut pas juste avoir une vision comptable des choses et l'impact que ça a sur les territoires, c'est de l'humain comme tous les collègues l'ont déjà rappelé, et donc c'est aussi de représenter et de crier que c'est pas possible de continuer comme ça. Et au-delà du service civique, je peux parler aussi des classes, des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité, des classes relais aussi, pareil, qui ont été coupées. On a eu le Pass Culture qui a fait aussi un gros stop pour toute la partie culturelle, qui a vu pour tous les bénévoles, pour tous les acteurs et y compris pour tous les bénéficiaires. Si je vous décompose Solidarnum, en solidarité numérique, je pense que presque tout est dit. Nous nous occupons effectivement, en tant que tête de réseau et acteur, de l'inclusion numérique sur le territoire, même s'étendant jusque dans l'océan Pacifique. On va illustrer en disant que dans un premier entretien d'embauche, par exemple, personne ne peut échapper à la question sur sa maîtrise du numérique. Et donc c'est là que l'inclusion numérique entre en jeu, pour essayer de rendre le numérique accessible à chaque individu, de transmettre donc ses compétences numériques pour en faire un levier de son inclusion sociale et économique. C'est tout, normalement, tout le développement économique du territoire sur lequel l'inclusion numérique est exercée qui devra en bénéficier. Donc ça induit une mise en place de politiques et de stratégies pour mener à la création d'une société de l'information inclusive. Ces politiques sont développées en prenant en compte la réalité sociale et économique des individus. À La Réunion, ces réalités sont encore plus frappantes qu'en Hexagone, avec environ 250 000 personnes, sur la population, qui sont en souffrance avec le numérique. Aujourd'hui, nous disposons d'à peu près 160 points de médiation pour les aider. Lorsque les compétences de base peuvent être assimilées, on a un dispositif qui s'appelle les conseillers numériques. Il n'y en a que 60 sur lui. On a des emplois de conseillers numériques, trop peu nombreux, je vous disais, et de moins en moins aidés. Un programme d'Aidant Connect, stoppé depuis 2 ans, alors que la population en a grand besoin. 450 personnes pour 250 000 personnes en situation d'électronisme, ça ne fait pas beaucoup. Hein. Des postes de coordinateurs régionaux, parce que tout ça il faut coordonner bien sûr, et départementaux, remis en question chaque année. Les financements publics existent, ils diminuent drastiquement. Il faut passer par des AP, appels à projets, des AMI, appels à manifestation d'intérêt, des marchés, rarement pluriannuels, qui en fait mettent les acteurs en concurrence. On se retrouve en concurrence avec les associations amies. Donc moi ce que je voulais, pour toutes ces raisons, on a vraiment besoin de vous pour que samedi il y ait une bonne mobilisation. Merci de votre attention. Quelque part, on est l'économie, on fait partie de l'économie. Les associations, les difficultés qu'elles traversent, et ben, nous aussi on traverse ça. En 2024, 211 milliards d'aides ont été distribuées aux sociétés du CAC 40. Donnez-nous juste 10%. Parce que la démocratie, c'est nous. Si nous, on ne peut pas aider les associations qui aident des gens, ainsi de suite, et on prend la chaîne comme ça va être quoi le final? On ne peut pas laisser tomber l'humain. Donc on vous invite à venir nombreux le samedi 11 octobre à 10 h devant la préfecture pour ce grand rassemblement de mobilisation du monde associatif.